Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 19 novembre. Voici les titres de l'actualité. La France fait appel aux réservistes. François Hollande l'a annoncé lors de son discours au Congrès de Versailles. En raison de l'état d'urgence, les rangs de l'armée, de la gendarmerie et de la police sont renforcés. En Vendée, la mesure est mise en place notamment dans la police. Mais que signifie le mot réserviste? Qui sont-ils et combien sont-ils en Vendée? Élément de réponse dans ce journal. Suite du procès en appel Xynthia, nous vous en parlons depuis le début de la semaine. Ce jeudi, les premières parties civiles ont été entendues. Nous ferons le point depuis Poitiers avec Samuel Grasset qui suit le déroulement du procès. Il s'appelle Nicolas Biot. Ce Vendéen de 47 ans participe pour la première fois au Dakar à moto. Pour lui, c'est un rêve qui devient réalité. Nous l'avons rencontré à un peu moins de 2 mois du départ. Mais avant cela, on commence par l'image du jour, le rassemblement ce jeudi soir à La Roche-sur-Yon en hommage aux victimes des attentats de Paris. Le départ a été donné à 18 h de la place François Mitterrand. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement dans notre édition de demain. Et puis sachez qu'une marche est organisée également au Sables d'Olonne ce samedi à 11 h 30 depuis la place de la Liberté, organisée par l'association Vivre les Sables. Elle sera précédée la veille au soir d'une opération Tous au bistrot. Les Vendéens sont donc invités ce vendredi à partir de 18 h sur les terrasses et cafés du pays des Olonnes. Les députés ont voté ce jeudi la prolongation de l'état d'urgence à la quasi-unanimité. 551 voix pour et 6 contre. Le projet de loi sera ensuite examiné ce vendredi par le Sénat. S'il est voté, l'état d'urgence sera donc étendu à 3 mois. Et cet état d'urgence demande bien évidemment plus de moyens pour la police, l'armée et la gendarmerie qui sont en ce moment très sollicités. Alliance, principal syndicat de la police nationale, dénonce une situation ingérable en Vendée. Écoutez. Avant les événements, la police nationale sur le territoire national et en particulier en Vendée se trouvait déjà en flux tendu. Avec les événements de ces derniers jours concernant les attentats terroristes, cela met en relief le manque criant d'effectifs au niveau du département de la Vendée. On se trouve beaucoup plus présent sur le terrain au détriment par exemple du traitement des procédures judiciaires, où là encore il y a des victimes qui attendent des réponses de notre part, mais malheureusement il y a des priorités aujourd'hui, et la priorité c'est l'antiterrorisme. Et pour pallier ce manque de moyens humains dans la police, notamment François Hollande a déclaré au Congrès de Versailles vouloir faire appel aux réservistes. Le préfet de Vendée, Jean-Benoît Albertini, avait d'ailleurs évoqué le sujet sur notre antenne mardi dernier. Il a notamment annoncé la mobilisation de réservistes dans notre département. Mais que signifie exactement le mot réserviste? Qui sont-ils et combien sont-ils en Vendée? Élément de réponse avec Pierre Dalicieux. Ce matin, Michel était un retraité normal, ou presque, car cet ancien de la police nationale va pour quelques jours reprendre du service. Après avoir récupéré son arme, direction les vestiaires où son casier l'attend. Dedans, tout y est, comme si Michel n'était jamais parti en retraite. Chemise, bien sûr, pull, tout ce qui touche, comment ça s'appelle, les matériels, blouson pour l'hiver. Michel est réserviste bénévole de la police nationale, un statut qu'il a choisi. 90 jours par an, il va se rendre disponible pour différentes missions. Depuis les attentats de Paris, le but, augmenter la présence policière sur l'ensemble du département. Aujourd'hui, votre mission, ce sera équipage du véhicule TV 100 Bravo avec Laetitia et puis Fabrice. D'accord. Pour la journée, donc jusqu'à 21h10. Des patrouilles qu'il effectue non sans une certaine fierté, surtout que Michel était à Paris lors des attentats. On était carrément au cœur des événements, donc oui, en plus j'ai des enfants qui sont policiers, donc j'étais vraiment très inquiet pour tout ça, quoi, en fait. Donc le fait de porter l'uniforme dans ces circonstances-là, oui, ça donne une raison supplémentaire, une motivation supplémentaire. Comme lui, une vingtaine de réservistes bénévoles, majoritairement d'anciens policiers à la retraite, est présente sur le département. Mais attention, si ces renforts supplémentaires sont appelés ces derniers temps, cela n'a rien d'exceptionnel, surtout en Vendée. Ce n'est surtout pas une nouveauté, c'est un dispositif qui perdure tout au long de l'année et qu'on intensifie à des périodes clés de l'année ou des festivités ou des rassemblements importants de personnes. On les sollicite notamment pour le Tour de Vendée, pour le Vendée Globe,
Voilà, donc en cette période où effectivement il faut qu'on dispose de plus de personnel, on les sollicite. À cela s'ajouteront peut-être d'autres effectifs pour assurer la sécurité des Vendéens. Cela passe évidemment par des renforts. Par exemple, le rappel des fonctionnaires qui ont été récemment mis à la retraite, dans les services de police par exemple, et qui sont volontaires pour apporter leur aide à leurs collègues et qui sont évidemment en pleine possession de leurs moyens professionnels. Des renforts qui viendraient compléter les rangs déjà sur le terrain, à l'image de Michel, en place pour une durée indéterminée. Et François Hollande a annoncé ce mercredi que l'État apportera son aide aux maires qui souhaitent armer ses policiers municipaux en prélevant notamment sur le stock de la police nationale. En Vendée, sur les 36 polices municipales, aucun agent n'est muni d'armes à feu. Ces derniers mois, 3 demandes ont été enregistrées à la préfecture et à la Tranche-sur-Mer. Eh bien, on vient tout juste d'acquérir un pistolet à impulsion électrique. Et toujours au sujet des attentats, les candidats au régional en Pays de la Loire reprennent doucement le chemin de la campagne électorale. Pour la liste Debout la France et l'humain d'abord, elle a repris ce mercredi. Le Front National, lui, s'est remis en scène ce jeudi. L'UPR avait uniquement suspendu la campagne le week-end dernier. Et enfin, pour Christophe Clergeau et Bruno Retailleau, les réunions et meetings reprendront ce lundi. On referme maintenant notre page consacrée aux attentats pour ouvrir celle du procès en appel Xynthia. On vous en parle maintenant depuis lundi. Et ce jeudi, le procès est entré dans le cœur du dossier puisque les premières parties civiles ont été entendues. On retrouve tout de suite Samuel Grasset qui suit pour nous le procès depuis Poitiers. Un procès qui se passe dans une autre ambiance que celui de l'an passé. Oui, Elodie, c'est dans une toute autre ambiance, dans une toute autre atmosphère que se déroule ce procès en appel. L'an dernier, devant le tribunal des Sables d'Olonne, les familles des victimes, les sinistrés avaient raconté dans le détail cette nuit de la tempête du 27 au 28 février 2010. L'eau qui monte, l'angoisse, la mort aussi des proches. Cette fois, les témoignages sont plus courts, moins nombreux aussi. Seulement 8 parties civiles vont prendre la parole jusqu'en début de semaine prochaine. C'était la volonté de la Cour, comme il se doit pour un procès d'appel, que les débats soient plus ramassés. Et il nous avait été demandé d'entendre peut-être moins de parties civiles qu'en première instance, comment c'est bien volonté pliée, surtout que nous avons fait le choix de parties civiles qui peuvent parler pour d'autres victimes, puisque les situations sont pour certaines assez similaires. Les quelques témoins qui interviennent, par exemple pour les parties civiles, sont là pour apporter peut-être un peu plus de précision sur des points de détail. L'un des premiers à témoigner ce jeudi, c'était Gérard Ferchaud, cet ancien maire de Mouzeuil-Saint-Martin et habitant de la Faute-sur-Mer, a raconté comment le soir de Xynthia, lui et sa femme ont trouvé refuge sur le bateau situé dans leur jardin. Il a surtout tenu à préciser comment lui, lors de la tempête de 1999, il avait réagi, il était alors maire de sa commune. Pour Gérard Ferchaud, René Maratti n'a pas été à la hauteur de sa fonction de maire le soir de la tempête Xynthia. Il aurait pu déjà anticiper et prendre davantage de renseignements à la préfecture. Même s'il va manger au restaurant, il peut téléphoner en venant du restaurant à la préfecture. On sait qu'elle est ouverte, la préfecture. Elle est toujours ouverte pour les maires. Alors on l'a dit, des témoignages plus courts, plus précis aussi, presque techniques quand les avocats commencent à poser des questions aux parties civiles. Et puis cet après-midi, le tribunal est rentré un peu plus dans l'émotion avec le témoignage d'Elisabeth Tabary. Elle a perdu son mari et son petit-fils dans la tempête. Je voulais qu'on parle de mon petit-fils parce que si on avait été averti, ça ne serait pas arrivé pour lui. Je ne parle pas pour lui, mais pour lui. Voilà, c'était ça pour moi, c'est très important. Et la VIF l'affirme, pour certaines parties civiles, certains mots, certaines paroles durant ce procès pourraient réveiller quelques mauvais souvenirs. Déjà ce matin, quand la présidente a présenté son rapport, énoncé le nombre de morts, l'âge des victimes, certaines parties civiles ont essuyé quelques larmes. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet toutes les informations concernant le procès en appel Xynthia dans la rubrique Actu.
Des cartes postales pétition pour demander plus de professeurs. C'est l'action qui vient d'être lancée par les syndicats enseignants de Vendée. Distribuées dans toutes les écoles, parents et enseignants sont invités à les remplir. Toutes les cartes seront ensuite déposées auprès de l'inspection académique juste avant les vacances de Noël. Un moment stratégique parce que à cette période, c'est à ce moment-là que sont prises les décisions sur la répartition des postes par académie pour la rentrée 2016. Le but est donc de peser dans la balance afin d'obtenir plus de moyens. Nous, ce qu'on demande vraiment, c'est qu'il y ait un plan d'urgence qui soit lancé enfin à la rentrée 2016 sur plusieurs années, qui permette de diminuer le nombre d'élèves par classe et notamment qu'on n'ait plus de classes à plus de 25 élèves par classe. Les collègues enseignants disent souvent qu'à partir du 26e élève, ça complique les choses. Ça complique aussi, par exemple, l'inclusion d'élèves en situation de handicap, quelque chose d'essentiel, mais qu'on ne peut pas mener à bien tant pour les enseignants que pour les élèves. Lorsqu'il y a trop d'élèves, toute situation difficile devient tout de suite beaucoup plus importante et compliquée à gérer. Difficile souvent de trouver un emploi quand on est en situation de handicap. Afin de lutter contre cette inégalité sociale, chaque année est organisée une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et dans le cadre de cette manifestation, ce jeudi à Saint-Hilaire-de-Riez et à Saint-Fulgent, une demi-journée de simulation d'entretien de recrutement pour des personnes handicapées était organisée. Face à eux, des professionnels du recrutement, un bon moyen également de reprendre confiance. L'objectif, c'est vraiment que les personnes puissent s'entraîner dans un cadre d'expression libre et bienveillant pour pouvoir qu'ils puissent développer leurs compétences, leurs atouts devant des entreprises et qu'on puisse leur faire un retour immédiat sur les points forts de leur présentation et puis les choses qu'ils doivent améliorer dans leur présentation. Moi, ça fait longtemps que je suis en recherche d'emploi. Et j'avoue que ça remotive, ça rebooste et ça redonne un nouvel élan de pouvoir avoir des nouvelles pistes. Et puis on se tient au courant aussi de l'évolution de la recherche dans l'emploi. Et ça nous permet vraiment d'être reboostés. Voilà, on va le dire comme ça. On ouvre notre page sport avec du football. Ce vendredi, 18e journée de National. Les Herbiers se déplacent à Colmar. Début du match à 20h. Et puis Luçon, deuxième club vendéen qui évolue en National, ne jouera pas ce vendredi contre Strasbourg. Son adversaire attrape en effet un match en retard de la Coupe de France. En raison des attentats, le calendrier a été un peu bousculé et les matchs de Coupe de France sont prioritaires. Et les Luçonnais, justement, vont-ils fusionner avec le club de foot de La Roche-sur-Yon ? Nous vous en avions déjà parlé. Le projet est dans les tuyaux, les discussions avancent. L'ambition est de créer un club professionnel vendéen qui pourrait évoluer en Ligue 2. Rien n'est encore signé, mais Michel Reculot, président du Vendée-Luçon Football, a laissé entendre que la fusion avançait doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, on discute parce que ça ne se fait pas comme ça. Déjà, il faut les accords des deux clubs. On a des dirigeants, on a aussi, il y a la ville de Luçon qui donne aussi son mot. Donc voilà, il faut voir. Pour l'instant, c'est qu'un projet. On travaille, on va voir ce qui peut être fait. Et puis, si on peut rassembler tous les Vendéens, mais il faut déjà rassembler des partenaires qui vont être derrière nous, c'est-à-dire faire comme le Vendée Globe. Là, ce serait le Vendée Foot, admettons. Donc, il faut voir un peu ce qui peut venir derrière nous, nous aider, et puis voir si les partenaires sont prêts à faire une grande équipe de Ligue 2, voire autre chose en Vendée, on est prêt à discuter et puis voir ce qui peut être fait. En sport toujours, le Dakar. 3 Vendéens participeront à cette course qui aura lieu en janvier prochain. Et parmi ces 3 coureurs, Nicolas Billot, 47 ans. Il tient un commerce à la Barre-de-Mont. Pour lui, le Dakar est un rêve qui devient réalité. Ce sera sa première participation. Grégoire de Châtillon l'a rencontré à un peu moins de 2 mois du départ sur sa moto. C'est au guidon de cette 450 KTM taillée pour le rallye que Nicolas Billot s'élancera sur le Dakar le 3 janvier prochain. Une première pour ce motard. Le rêve va devenir enfin réalité. C'est vrai que je ne le réalise peut-être pas encore. Je crois que quand je serai à quelques jours de prendre l'avion pour Buenos Aires, la pression montera. Pour le moment, tout se passe bien. Sélectionné pour l'édition 2016, ce Vendéen, qui a le Dakar en tête depuis 4 ans, a tout de même derrière lui 30 ans de pratique en moto tout-terrain et 15 en rallye-raid africain. Ici, début novembre, Nicolas Billot parcourait le désert marocain pour tester les derniers réglages de sa machine, qui portera comme numéro, tiens, le 85. Je suis très content déjà de
de pouvoir partir avec ce numéro que j'ai demandé et qui n'est jamais une évidence de pouvoir le récupérer. Le 85, un petit clin d'œil au Team Objectif Aventure avec Fredo, mon pote Fredo, qui est parti avec le 85 sur le Dakar 2013. Donc en tant que bon Vendéen, avec une assistance vendéenne, je suis très heureux de repartir avec le 85 et de porter les couleurs de la Vendée. Chaque soir, c'est ce véhicule qui l'attendra au bivouac. À l'intérieur, 2 copains, l'un mécano, l'autre chargé de sa communication. Un Dakar, ça se prépare aussi physiquement. Alors Nicolas fait beaucoup de vélo, pratique le cardio et la musculation en salle. Côté partenaire, la plupart vendéens, avec un petit coup de cœur pour une association. Je suis toujours parti avec une association pour aider souvent des enfants. Et là, cette année, je pars avec l'association Neurofibromatose et j'ai la petite Marie qui sera marraine de cette épreuve Dakar 2016. L'objectif de Nicolas Billot, terminer le Dakar et surtout se faire plaisir. Pour la 8e année consécutive, le rallye se déroulera en Amérique du Sud. La caravane traversera alors l'Argentine et la Bolivie sur un parcours de près de 10 000 km. Un mot de météo, pas de changement ce vendredi dans le ciel vendéen, toujours de la grisaille, de la pluie et du vent. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. On se quitte maintenant sur des images du salon Tech Élevage de La Roche-sur-Yon. On vous en a parlé cette semaine, il réunit le monde agricole autour d'innovations technologiques. Et à noter que ce vendredi, la grande émission animée par Adèle Fugère sera présentée depuis le salon en compagnie d'Alix Lanos. Rendez-vous donc ce vendredi à 18h10 sur TV Vendée. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.